Très bien. Donc, bienvenue. Bonjour et bienvenue à cette séance du jeudi matin. Et c'est un plaisir d'introduire Giovanni Bazzoni de l'Université dell'Insubria, qui va nous parler de structures complexes, symétriques et antisymétriques. Alors, bonjour à tout le monde. Je voudrais avant tout remercier Benoît, Evelyne, Frédéric pour l'invitation. J'aurais bien aimé être à Montréal, mais ce n'est pas possible. Alors, la prochaine fois, pour le deuxième atelier. Je vais parler de deux travaux en commun avec Marco Freibert, Alejandro Gil Garcia, Adela Latorre et Bénédicte Meinke. Je vais vous donner les références à la fin de l'exposé. Attendez. Non? Voilà. Je voudrais étudier dans cet exposé des conditions de compatibilité entre une structure complexe sur une variété différentielle et une forme symplectique. J'aimerais voir et vous montrer l'interaction qu'il peut y avoir entre les deux structures et à partir de cette interaction, quelles sortes d'autres structures géométriques vont apparaître. En fait, plusieurs d'elles ont déjà apparu dans l'exposé de Ruxandra avant-hier, mais je veux revenir sur ça. Je vais parler avant tout de structures complexes symétriques, puis je vais bouger vers l'endroit où j'aime chercher des exemples de structures géométriques, c'est-à-dire algèbre et groupe de Lie. Je dirai quelque chose sur les structures complexes antisymétriques et je terminerai avec l'étude de la combinaison, pour aussi dire, entre les structures symétriques et antisymétriques. Qu'est-ce que c'est une structure complexe symplectique? Je fixe une variété complexe. Pour moi, une variété complexe, c'est toujours une variété différentielle de dimension 2n, munie d'une structure presque complexe intégrable. Pour le théorème de Newland-Nirebek, c'est équivalent à avoir de change de coordonnées biholomorphes. Et sur cette variété complexe, je prends une forme de type 2,0, sigma, c'est-à-dire deux formes holomorphes, qui est non dégénérée et fermée. Et ça, c'est ce que j'appelle une structure complexe symplectique. La littérature l'appelle aussi parfois holomorphe symplectique, mais il faut faire attention parce que parfois, quand on dit holomorphe symplectique, des fois, on dit en fait hyperkélaire. Alors, on dit que la métrique est déjà kélaire et parfois en plus holomorphe symplectique. Alors, pour ça, je dis complexe symplectique. Dans ces cas-là, le rang du fibré tangent holomorphe est pair, donc la dimension complexe de la variété est paire. La puissance maximale de sigma est une section nulle et n'a aucun point du fibré canonique, qui est donc trivial. Et on va voir des exemples. On a plusieurs exemples qu'on peut prendre de la géométrie symplectique réelle. Par exemple, si on prend une variété complexe et on considère le fibré cotangent, alors le fibré cotangent possède une structure complexe symplectique canonique. Si on considère un groupe de Lie complexe, les orbites coadjointes admettent une structure complexe symplectique comme les orbites coadjointes d'un groupe de Lie admettent une structure symplectique. Et un autre exemple, je vais retourner sur ça, mais si on a une variété qui admet une structure hyperkélaire, je considère alors trois structures complexes I, J et K avec les deux formes symplectiques sigma I, sigma J, sigma K. Alors, si on fixe la structure complexe I, par exemple, le pair I, sigma J plus I sigma K est une structure complexe symplectique. Il n'est pas difficile de voir que si on a une variété complexe, l'ensemble des structures complexes symplectiques est bijectif à l'ensemble des formes symplectiques, et ça veut dire oméga est une forme réelle symplectique, telle que l'endomorphisme J satisfait la condition que oméga de Jxy est égal à oméga de xj de y pour tout champ de vecteurs sur M. Et c'est pour ça qu'on peut définir la notion de structure complexe symétrique par rapport à une forme symplectique. Alors, si on a une variété complexe Mj avec une forme symplectique oméga réelle, on dit que J est symétrique par rapport à oméga si la condition d'être symétrique comme endomorphisme est satisfaite pour tout champ de vecteurs, c'est-à-dire oméga de Jxy est égal à oméga de xj de y.
Et c'est pour ça que, grâce à cette équivalence, à cette bijection, que une structure complexe symplectique sur une variété complexe est équivalente à un couple J oméga tel que J est symétrique par rapport à oméga. J'aimerais bien décrire des structures géométriques qui sont liées aux structures complexes symplectiques. Pour faire ça, je rappelle la description de beaucoup de structures géométriques en termes de G-structure. Une G-structure n'est qu'une réduction du groupe de structures de fibrés de repères de la variété M à un certain sous-groupe du groupe général linéaire, avec des notions de dégrabilité sur lesquelles je ne dirai pas trop. Par exemple, si on prend le cas où G est le groupe général linéaire de dimension 2n, alors si on considère le sous-groupe GLNC, une GLNC structure est équivalente à une structure presque complexe sur la variété. Une SP2NR structure n'est qu'une structure presque symplectique. Et par exemple, une O2N structure est une structure riemannienne. Et en fait, pas difficile de voir que l'intersection entre deux de ces trois groupes est toujours les groupes unitaires. Et pour ça, on a une devise qui dit que la géométrie Keller se trouve à l'intersection de la géométrie complexe, symplectique et riemannienne. C'est pour ça qu'on dit ça. Si on passe à la dimension complexe paire, on peut considérer certains sous-groupes de GL2NC, par exemple les groupes SP2NC, les groupes U2N et les groupes GLNH, qui sont définis par cette formule, et H ici se réfère au quaternion de Hamilton. On a encore que l'intersection entre deux de ces trois groupes est toujours... les trois intersections coïncident, et en plus, chacune d'elles définit le groupe symplectique compact, SPN. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette structure? Si on a une SP2NC structure intégrable, ça c'est équivalent à une structure complexe symplectique. Une structure intégrable U2N, c'est une structure Keller. Une structure intégrable GLNH, c'est une structure hypercomplexe sur la variété. Et finalement, une SPN structure intégrable, ce n'est qu'une structure hypercalaire. Alors, les structures hypercomplexes ont déjà fait son apparition dans l'exposé de Ruxandra. Je vais retourner dans la prochaine transparence. Je vais rappeler ce que ça veut dire, par exemple, une structure Keller. Une structure Keller est la donnée d'une structure riemannienne, une métrique G, avec une structure complexe compatible J, telle que la deux formes définies par cette formule est fermée. Et on voit que ça, c'est équivalent au fait que l'holonomie de la métrique G est contenue dans les groupes unitaires. Une structure hypercomplexe est la donnée des deux structures complexes I et J, telles que l'endomorphisme K, donné par la composition de IJ, est une structure complexe et I et J commutent. Donc, on a en fait trois structures complexes qui satisfont les mêmes relations satisfaites par les unités imaginaires des quaternions. Et une manière de définir une structure hypercalaire, c'est celle de donner une métrique de Riemann qui est calaire par rapport à trois structures complexes qui anticommutent, I, J et K. Et à partir de la métrique de chacune de ces structures complexes, on peut définir les formes sigma I, sigma J et sigma K qu'on a vues au début. D'accord? Si on essaie d'imiter ce qu'on a dit tout à l'heure sur le cas réel, pour aussi dire, on pourrait dire que la géométrie hypercalaire se trouve alors à l'intersection de la géométrie calaire complexe symplectique et hypercomplexe. On a un diagramme qu'on peut garder dans la mémoire. On va retourner sur ça après. Bon, on a vu la définition, on a vu quelques structures qui ont des relations avec les structures complexes symplectiques. Je suis retourné au début, excusez-moi. OK. Là, je voudrais montrer comment on peut trouver des exemples de ces structures. Pour obtenir des exemples, ce que je fais,
je commence à étudier les structures sur des algèbres de Lie. La plupart des fois, il s'agit d'algèbres de Lie nilpotentes et résolubles. Après, évidemment, on obtient une structure invariante à gauche sur les groupes de Lie correspondants. Et quelquefois, ces groupes de Lie on va voir, ils ne sont jamais compacts dans le cas nilpotent et résoluble, mais on peut obtenir des variétés compactes à partir d'eux si on prend le quotient du groupe par des sous-groupes. Et par exemple, une condition nécessaire pour que ça arrive, c'est que l'algèbre de Lie du groupe de Lie soit unimodulaire, c'est-à-dire que la trace des endomorphismes adjoints soit nulle pour tout vecteur de G. La notation que je veux utiliser, c'est que si j'ai une base et 1 jusqu'à En d'une algèbre de Lie, je considère la base duale et j'ai écrit EIJ pour le produit wedge des EI avec EJ dans la puissance deuxième de l'espace dual de J. Qu'est-ce que ça veut dire des structures géométriques sur une algèbre de Lie? Par exemple, une structure complexe sur une algèbre de Lie, c'est un endomorphisme, l'algèbre de Lie, dont le carré est moins l'identité et avec la condition d'intégrabilité, le tenseur de Nijens-Ruiz doit être nul. Une structure symplectique, c'est un élément de la puissance extérieure deuxième de J dual fermé D, ici la différentielle de Schellewalle-Allenberg, et la puissance extérieure maximale de oméga n'est pas zéro. Et une structure complexe symplectique, c'est évidemment un couple tel que J est symétrique par rapport à oméga. La condition qu'on a vue avant, c'est toujours satisfaite dans ce cas. On remarque que la dimension complexe d'une algèbre de Lie mue d'une structure complexe symplectique est paire. Bon, je vais me centrer surtout sur des algèbres de Lie nilpotentes et résolubles. Qu'est-ce qu'une algèbre de Lie nilpotente ou résoluble? Chaque fois qu'on a une algèbre de Lie, on peut considérer la suite centrale ascendante qui est définie, on commence par 0 et après on définit inductivement GK comme les vecteurs de G qui, quand on fait le crochet avec tous les vecteurs de G, tombent dans GK-1 pour tout cas plus gros que majeur ou égal à 1. Et on voit facilement qu'il y a des contenus entre GK et GK plus 1 et tout GK est un idéal. En fait, G1, c'est le centre de l'algèbre de Lie. Et on appelle une algèbre de Lie nilpotente s'il existe un certain entier positif tel que cette suite centrale ascendante arrive à toute l'algèbre de Lie. Et dans ces cas, le pas de nilpotence de G, c'est le plus petit entier tel que la suite arrive à G, tel que Gm c'est égal à G. Et dans les transparences, je vais écrire ALN pour occuper moins de place au lieu d'algèbre de nilpotente. Et le cas résoluble nous s'intéresse un peu moins, mais je vais quand même le définir. Une algèbre de Lie est résoluble si la sous-algèbre des commutateurs est nilpotente. Ce n'est pas la définition standard, mais c'est une définition aussi bonne que celle qui est standard, équivalente. Par exemple, ce qu'on a fait, on a donné une classification des algèbres de Lie complexes symplectiques en dimension 4. Si on a une algèbre de Lie complexe symplectique en dimension 4, alors on sait qu'elle est isomorphe à un élément de cette liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'isomorphisme est isomorphisme d'algèbre de Lie près. Et ça veut dire qu'on a des algèbres de Lie, la structure complexe est une, et la forme symplectique aussi est une, sauf dans le dernier cas où il y a une famille paramétrisée par la droite projective réelle. Les algèbres de Lie qui apparaissent ici sont toutes résolubles. En fait, il y a un théorème qui dit qu'une algèbre de Lie de dimension 4 symplectique doit forcément être résoluble. On remarque que seule la première, l'algèbre de Lie abélienne, et l'algèbre notée par RH3 sont unimodulaires. Alors, c'est seulement là qu'on pourra trouver des quotients compacts, tandis que les autres trois sont résolubles pas nilpotentes et ils ne sont pas résolubles, ils n'admettent pas des quotients compacts. OK? Ça, c'est le cas de dimension 4. On connaît ça.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à construire ou à réduire des algèbres de Lie complexes symplectiques pour passer d'une dimension à l'autre, la suivante, disons. On va voir ça. La motivation, on pourrait aussi dire, ça vient encore de la théorie des algèbres de Lie symplectiques. Quand on a un idéal dans l'algèbre de Lie G muni d'une forme symplectique, on dit que l'idéal est isotrope si chaque fois qu'on calcule la forme symplectique est nulle sur les vecteurs de A. Et dans ces cas, il n'est pas difficile de voir que oméga induit une structure symplectique oméga bar sur le quotient entre l'orthogonale symplectique de A et A. Et on appelle G bar oméga bar la réduction symplectique de G oméga par rapport à cet idéal. Et dans notre cas, le cas complexe symplectique, on a la même construction. La construction est presque la même, sauf qu'il faut demander aussi que l'idéal A, qui doit être isotrope, doit aussi être J invariant. Dans ce cas-là, on obtient une structure complexe symplectique J bar oméga bar sur le quotient. D'accord? Alors, on peut, évidemment, on réduit dans ces cas la dimension de l'algèbre de Lie. On baisse la dimension. Et on appelle G bar, J bar, oméga bar la réduction complexe symplectique de G, J, oméga par rapport à cet idéal. Et on a emprunté un terme de la chimie, l'oxydation est l'inverse de la réduction. Alors, on peut oxyder aussi des algèbres de Lie complexes symplectiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on commence par une algèbre de Lie complexe symplectique, G bar, J bar, oméga bar de dimension 4,1, et on a des données d'oxydation, je ne veux pas dire ce que c'est, mais c'est des tenseurs, des endomorphismes définis sur G bar. On peut construire une oxydation complexe symplectique, et cela, on peut le faire, et ça produit une algèbre de Lie complexe symplectique G, J, oméga, dont la dimension est 4,1 plus 4. Ça veut dire que c'est la dimension suivante à 4 ans. Et en fait, par construction, cette oxydation va contenir un idéal deux-dimensionnel isotrope J invariant A. Et si on fait la réduction de ce qu'on vient de trouver, GJ oméga par rapport à A, on retombe sur l'algèbre de Lie qu'on avait oxydée. Donc, on a un diagramme qui nous permet de passer de dimension 4,1 à dimension 4,1 plus 4 grâce à l'oxydation et à la réduction. OK. Bon, là, il faut que j'adresse une question. Et la question est la suivante. Quand on a une algèbre de Lie nilpotente, on a notre suite centrale ascendante, mais a priori, il n'y a pas de compatibilité entre la structure complexe J et la suite centrale ascendante. C'est-à-dire, les idéaux GK ne sont pas forcément J invariants. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, on adapte, on considère une suite centrale ascendante adaptée à la structure complexe, définie de cette manière. On commence comme avant par 0 et on définit inductivement GK de J comme le vecteur de G qui, quand on fait les crochets avec tous les vecteurs de G, tombe dans GK-1 de J. Mais pas seulement ça, même les images par la structure complexe des vecteurs X tombent quand on fait les crochets avec G dans GK-1 de J. Et c'est une suite ascendante. Et par exemple, G1 de J est le plus grand sous-espace J invariant contenu dans le centre de l'algèbre de Lie. Avec cette idée, on peut différencier un peu les différents types de structures complexes sur des algèbres de Lie nilpotentes. Par exemple, si on a une algèbre de Lie nilpotente munie d'une structure complexe, on appelle la structure complexe quasi-nilpotente si le premier terme de la suite centrale ascendante adaptée est différent de 0. Et dans ce cas, on dit en plus qu'elle est nilpotente s'il existe un P tel que GP de J est égal à G. Ça veut dire on arrive, après quelques pas, à récupérer toute l'algèbre de Lie G. Et on l'appelle faiblement non nilpotente s'il y a un P tel que pour tout Q plus grand que P, la suite centrale ascendante adaptée se stabilise, mais elle n'arrive pas à J.
Et si par contre, la suite centrale ascendante adaptée ne peut même pas commencer, on dit que la structure complexe est fortement non nilpotente. Dans ce cas-là, il n'y a aucune compatibilité entre la structure complexe et la structure d'algèbre de lignes nilpotentes. OK. Euh, Si on a une algèbre de Lie nilpotente munie d'une structure complexe quasi-nilpotente, alors on peut voir que GJ est une extension complexe d'une paire G chapeau, J chapeau, où G chapeau est une algèbre de Lie de dimension inférieure, munie aussi d'une structure complexe. D'accord? Tandis que les structures complexes de type fortement non nilpotentes sont exactement celles qui sont nouvelles en chaque dimension. On ne peut pas les obtenir, on ne peut pas les réduire, pour mieux dire, à des structures complexes sous des algèbres de Lie de dimension inférieure. Et par exemple, si on considère cette différence entre les différentes structures, le type de structures complexes qu'on peut avoir sur des algèbres de Lie nilpotentes, on a démontré que si on a une algèbre de Lie nilpotente de dimension 8, munie d'une structure complexe J, euh, qui est fortement non nilpotente, alors il ne va y avoir aucune structure complexe symplectique sur cette algèbre de Lie. Ça veut dire J ne va pas être symétrique par rapport à aucune forme symplectique sur G. Et la preuve qu'on donne se base sur un résultat de classification par La Torre, Ugarte et Villacampa, qui ont étudié les structures fortement non nilpotentes en dimension 8. Et évidemment, on aimerait bien pouvoir dire bon, on aimerait trouver une démonstration, une preuve directe de ce résultat. Et en plus, on se demande aussi si ça c'est spécifique de la dimension 8. Peut-être en dimension 12, il y a des exemples, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas une manière de construire ces structures complexes, parce qu'elles sont typiques de la dimension 12. Ça, on ne le sait pas. On retourne alors à la dimension 8, algèbre de lignes potentes. On a montré que toute algèbre de lignes potentes complexe symplectique en dimension 8 peut être réduite par le processus de réduction dont je viens de parler à une algèbre de lignes complexe symplectique de dimension 4. Et la preuve est vraiment très facile, c'est pour ça que je l'explique. La réduction d'une algèbre de Lie nilpotente est nilpotente. Et si on a une algèbre de Lie complexe symplectique en dimension 8, alors évidemment, pour les théorèmes intérieurs, J est quasi nilpotente. Si on prend, ça veut dire que G1 de J n'est pas 0. Et si on prend un vecteur X là-dedans, alors J de X est bien là-dedans. Et par conséquent, oméga de X, J de X est égal à oméga J de X, X pour la symétrie. Mais comme oméga est une deux formes, est aussi égal à moins oméga de X, Gx, c'est-à-dire que oméga de X, Jx est 0. Alors l'idéal X, J de X est isotrope et on peut faire la réduction. Ça veut dire qu'on peut tout réduire. Dans ce cas, ça veut dire qu'on peut baisser de la dimension 8 à la dimension 4. Et on peut se demander si on peut récupérer toutes les algèbres de lignes nilpotentes complexes symplectiques de dimension 8 en oxydant les algèbres de Lie de dimension 4. Et en fait, si on a une algèbre de lignes nilpotente munie d'une structure complexe symplectique et on choisit les données d'oxydation afin que l'algèbre de Lie soit nilpotente, alors automatiquement la structure J est quasi nilpotente par construction. Et en fait, on montre que toute algèbre de Lie complexe symplectique de dimension 4 plus 4, où J est quasi nilpotente, est en fait l'oxydation complexe symplectique d'une algèbre de Lie nilpotente complexe symplectique appropriée de dimension 4. C'est-à-dire, si la structure J est quasi nilpotente, alors on peut réduire. C'est-à-dire, et après, on peut oxyder. Et c'est pour ça qu'en dimension 8, on peut tout réduire, mais on peut aussi tout oxyder, c'est-à-dire chaque algèbre de Lie de dimension 8, complexe symplectique, peut être obtenue en oxydant, en choisissant cette donnée d'oxydation dont je n'ai pas parlé, une certaine algèbre de Lie complexe symplectique de dimension 4. Bon, en tout cas, on n'a que l'algèbre abélienne et l'algèbre que j'ai notée par RH3 dans la table. On a déterminé toutes les possibles données d'oxydation en dimension 4
pour les algèbres de nilpotentes qui, comme je viens de dire, sont R4, l'algèbre abélienne, et RH3. Et par conséquent, on obtient toutes les algèbres de Lie nilpotentes complexes symplectiques de dimension 8. On n'a pas obtenu une classification, mais parce qu'on ne sait pas quand deux de cette algèbre pourraient être isomorphes, mais on a une liste complète, peut-être avec de la redondance. Par exemple, ce qu'on voit en regardant ce qu'on a obtenu, c'est que le pas de nilpotence d'une algèbre de Lie complexe symplectique en dimension 8 est au plus 4. En principe, on pourrait avoir jusqu'à 7, comme pas de nilpotence en dimension 8. Et on se demande si en dimension supérieure, quelque chose pareil arrive. Par exemple, si le pas de nilpotence admet une borne. On ne le sait pas. En dimension 8, on trouve par contre des algèbres de lignes potentes symplectiques et complexes, mais peut-être pas complexes symplectiques, avec un pas de nilpotence supérieur à 5. C'est-à-dire que imposer l'existence d'une structure complexe symplectique sur une algèbre de Lie en dimension 8 donne des restrictions sur l'algèbre de Lie, au moins sur le pas de nilpotence. On peut comparer ça avec un résultat de Dottier-Fino qui ont montré que le pas de nilpotence d'une algèbre de nilpotente en dimension 8, qui est munie d'une structure hypercomplexe, est au plus 2. Nous, on obtient 4, c'est-à-dire ça a l'air que hypercomplexe est encore plus restrictif que complexe symplectique, mais quand même, on obtient jusqu'à 4. Et par exemple, on sait qu'une algèbre de lignes potentes munie d'une structure Keller est forcément abélienne. Donc, la philosophie, c'est que des structures géométriques avec beaucoup de degrés d'intégrabilité, pour aussi dire, n'existent pas sur des algèbres de Lie nilpotentes, pour aussi dire. Bon, maintenant, j'ai parlé du contexte infinitésimal, pour aussi dire. Alors, je passe à la construction de variétés compactes. Et pour faire ça, je définis un groupe de Lie connexe, simplement connexe, je l'appelle nilpotente, si son algèbre de Lie est nilpotente. Et comme je viens de dire, comme j'avais dit, c'est pas difficile de voir que tout groupe de Lie connexe, simplement connexe à nilpotente, est en fait difféomorphe à Rn pour un certain n, donc pas compact. Et pour obtenir des espaces compacts, on considère, qu'on appelle nilvariété, on considère le quotient d'un groupe de Lie connexe, simplement connexe à nilpotente, par un réseau uniforme, gamma, c'est-à-dire un sous-groupe discret tel que le quotient entre G et gamma est compact. C'est-à-dire, pour moi, une nilvariété est toujours, par définition, compacte. Et en fait, la question sur l'existence d'un réseau uniforme, c'est assez facile à répondre dans les contextes nilpotentes. C'est beaucoup plus difficile dans les contextes irrésolubles. Et dans ce cas, on a que toute algèbre nilpotente est unimodulaire. Et en plus, on sait que l'existence d'un réseau uniforme dans G est équivalente à l'existence d'une structure rationnelle sur G, sur l'algèbre de Lie. C'est-à-dire que l'algèbre de Lie réelle est obtenue en extendant les coefficients d'une algèbre de Lie à coefficients rationnels. Ça, c'est un résultat de Malchev. Donc, on peut regarder une algèbre de Lie et dire immédiatement si le groupe de Lie correspondant, connexe, simplement connexe, admet un réseau uniforme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la topologie et la géométrie d'une variété? Si on a une variété, la projection canonique de G à la nilvariété est en fait le revêtement universel parce que G est contractible. Alors, N est un espace asphérique et son groupe fondamental est isomorphe à gamma. Tout tenseur défini sur l'algèbre de Lie donne lieu à un tenseur invariant à gauche sur G et par conséquent, comme on prend le quotient à gauche, un tenseur sur N. Par exemple, on peut appliquer ça aux formes différentielles et on obtient une inclusion de complexe de Cauchy, une inclusion du complexe de Chevalier-Alembert dans le complexe de deux rames de la nilvariété. Et un résultat de Nomizu nous dit que cette inclusion
est en fait un isomorphisme en cohomologie. Alors, c'est très facile de calculer la cohomologie des rames d'une variété parce que il suffit de calculer la cohomologie d'une algèbre de Lie. Je voudrais fournir des exemples compacts. Alors, pour faire ça, je considère les structures géométriques sur une variété qui sont définies par des tenseurs invariants à gauche sur les groupes de Lie correspondants. Et j'appelle ce type de structure invariante à gauche. Pas beaucoup de fantaisie avec ça. Par exemple, si j'ai une algèbre de Lie complexe, nilpotente complexe symplectique, et dont je viens de parler, j'obtiens une structure complexe symplectique invariante à gauche sur G, sur le groupe de Lie connexe, simplement connexe correspondant. Et si je suis capable de dire que G admet un réseau uniforme, alors j'obtiens une structure complexe symplectique sur une variété obtenue comme quotient. Le théorème, qui n'est pas trop précis, mais voudrait dire que il y a beaucoup de variétés en dimension 8 et aussi en dimension supérieure qui admettent beaucoup de structures complexes symplectiques. Il y a beaucoup de variétés qui admettent des structures complexes symplectiques. Mais aucune d'elles, par exemple, ne peut admettre une métrique hypercalaire. Et ça, c'est parce que un théorème qui a été démontré séparément par Benson Gordon et Hasegawa vers la fin des années 80, dit que si on a une variété qui est munie d'une structure calaire, alors même si la structure ne doit pas être invariante à gauche, mais on obtient que la nulle variété doit être difféomorphe en tore. On se souvient, j'avais dit dans le contexte des algèbres, une algèbre de Lie admettait une structure calaire seulement si et seulement si l'algèbre de Lie était abélienne. Évidemment, l'algèbre abélienne est l'algèbre de Lie associée au groupe Rn, qui est le revêtement universel du tore. Alors, en fait, le premier exemple de variété symplectique qui n'admet pas de métrique calaire, qui avait été donné par Thurston en 1996, c'était une variété. Non, pas 86, 86. Attendez, 76, pardon. Mais aussi par Kodaira. Oui, en fait, on dit toujours la variété de Kodaira-Thurston, mais ce que je crois avoir entendu, c'est que Kodaira n'avait pas réalisé ça. Parce qu'il avait Il savait qu'il y avait une forme complexe symplectique. Hein, d'accord. parce que le fibré. Ouais, OK. Oui, c'est vrai. Le fibré canonique est trivial. Hein. Peut-être il le savait, mais pour lui, ce n'était pas aussi important parce que lui, ce qu'il voulait faire, c'était classifier les surfaces complexes. Oui, peut-être. oui. Et en fait, la description de cet exemple par Thurston, c'est la première description comme une variété. Les surfaces de Kodaira, primaires de Kodaira sont de variété. Merci. Bon, je vais donner une application de ce que je viens de dire. On retourne au diagramme que j'avais dessiné au début. On se centre sur les intersections doubles dans ce cercle. Par exemple, on considère des variétés qui admettent une structure complexe, symplectique et calaire. Pour cette variété, pour des variétés comme ça, on a un résultat de Beauville qui dit que si on a une variété complexe symplectique compacte et la variété complexe MJ admet une métrique calaire compatible, alors, en fait, l'holonomie des G, qui est à peu près contenue dans UN, U2N, réduit en fait contenu dans SPN. C'est-à-dire, on tombe dans le cas hypercalaire. C'est-à-dire, si on se centre dans les intersections entre bleu et lilas, on tombe dans le cercle, dans le triangle, pour se dire rouge. Si on considère l'intersection entre calaire et hypercomplexe, on a un résultat de Verbitsky qui dit que, en présence d'une variété hypercomplexe compacte, en supposant que la variété complexe MI admet une métrique calaire compatible, alors encore l'holonomie de G réduit passe d'être contenu dans U2N à être contenu dans SPN. Alors on est encore hypercalaire, c'est-à-dire on tombe encore dans
dans le centre pardonnez-moi, du diagramme. Et Est-ce qu'il y a alors, des contre-exemples si ce n'est pas compact? je ne sais pas. Je ne Oui, sais je pas. crois. En fait, le résultat de Verbitsky est un peu plus compliqué parce que ce qu'il n'arrive pas à dire, c'est que la structure hypercomplexe sous-jacente à la structure hypercalaire est exactement celle par laquelle on était parti. Il croit que oui, mais il ne le sait pas. C'est tout. Mais je crois que Beauville a démontré plus ou moins la même chose avant, n'est-ce pas? L'argument de Beauville pour... Oui, en fait, l'argument de Verbitsky, c'est à peu près l'argument utilise l'argument de Beauville. Oui, oui. Et nous, on s'est intéressé sur la troisième intersection, c'est-à-dire la présence simultanée d'une structure complexe symplectique et hypercomplexe. Et on a montré que là, il y a plus de liberté, c'est-à-dire on peut trouver une variété en fait, qui est munie d'une structure hypercomplexe, est aussi d'une structure complexe symplectique, mais qui n'admet aucune structure hypercalaire. Alors, l'holonomie ne peut pas réduire. Donc, dans ces cas-là, on a plus d'espace euh, pour trouver des exemples. Euh, D'accord. Est-ce qu'elle est compacte? Oui, oui, oui. Cet exemple est compact. Oui, oui. Pour moi, une variété est toujours compacte. Alors, c'est un exemple compact. Et il y en a plusieurs. Ce n'est pas une exception. Il y en a plusieurs. Alors, je suis un peu confus par rapport à ta devise d'un peu plus tôt, où on avait l'intersection des groupes nous donnait SPN. Donc, si j'ai cette métrique-là qui est à la fois hyper complexe et complexe symplectique, on n'a pas que l'holonomie est dans les deux groupes et donc dans l'intersection. Qu'est-ce que Mais c'est le pas là? problème, c'est qu'avec une structure hyper complexe et complexe symplectique, il n'y a pas de métrique. OK, ouais. Ça, c'est le problème, en fait. Il n'y a pas de métrique. Donc, on pourrait dire que si la métrique existe, c'est-à-dire si on a une structure intégrable, alors l'holonomie doit réduire. Mais si la métrique n'est pas là, on n'arrive pas à la construire, pour ainsi dire. OK, merci. Bon, je dirais deux mots sur les structures complexes antisymétriques. Ça, c'est très facile. C'est un autre nom pour une structure pseudo-keller. Qu'est-ce que c'est une structure pseudo-keller sur une variété complexe MJ? Ben, c'est une deux formes de type 1,1 non dégénérée et fermée. Et alors, en présence d'une structure pseudo-keller, on définit un tenseur symétrique non dégénéré, alors une métrique pseudo-riemannienne. En fait, la géométrie pseudo-keller inclut la géométrie keller quand la structure complexe est dominée par oméga. Sinon, on généralise la condition Keller en sortant du contexte riemannienne pour entrer dans le contexte pseudo-riemannienne. Et la condition d'être de type 1,1 peut être traduite, pour aussi dire, en termes de symétrie, antisymétrie, en disant que, ça on va le voir, je vais le répéter, mais si je définis une notion de structure complexe antisymétrique par rapport à une certaine forme symplectique, comme la formule, c'est-à-dire oméga de jx y est égal à moins oméga de x j de y, c'est exactement la condition de compatibilité entre oméga et j. Alors, une structure pseudo-keller est exactement un couple j-oméga où j est antisymétrique par rapport à oméga. Alors, on a symétrique, ça veut dire en fait complexe symplectique, et antisymétrique, ça veut dire pseudo-keller. Qu'est-ce qu'il se passe quand on essaie de faire une combinaison des structures symétriques et antisymétriques? Bon, je vais définir des structures qui ont déjà fait son apparition dans l'exposé de Russandra aussi, les structures hypersymplectiques. Je ne me souviens plus comment elles les avaient appelées, peut-être para-hyperkeller, mais je ne suis pas sûr. Mais je vais vous dire ce que c'est pour moi, une structure hypersymplectique. Là, on a une structure complexe. Une structure produit, ça veut dire un endomorphisme du fibré tangent dont le carré est plus l'identité avec une certaine condition d'intégrabilité.
qui est égale à la condition de Nijenhuis, du tenseur de Nijenhuis. Et il doit y avoir une métrique G telle que E et J anticommute. La signature de G est neutre. Et il y a des conditions de compatibilité entre J, G et E. On peut voir que l'holonomie du métrique hypersymplectique est contenue dans SP2NR, à la fois contenue dans le groupe SP2NC. Et il y a une liaison très forte avec la géométrie hypercalaire parce que le groupe de SP2NR est l'une des formes réelles du groupe SP2NC. L'autre est exactement SPN, le groupe compact, comme il arrive pour tout groupe de Lie complexe. Et comme Roxandra l'a déjà dit, l'a déjà raconté, elles ont été introduites par Richin. Après, il y a eu beaucoup de monde qui a fait de la recherche sur elles. L'intérêt pour nous, pour des autres peut-être aussi, c'est qu'elles sont de métriques Ricci-Platt et Calabi-Yau. Pourquoi est-ce que je m'intéresse des structures hypersymplectiques? Bon, si je pose oméga pk en présence d'une structure hypersymplectique, si je pose oméga pk égale à G de J de x, y et oméga cs égale à G de J et x, y, alors on voit immédiatement que oméga pk et oméga cs sont de deux formes réelles, fermées et non dégénérées. J est antisymétrique par rapport à oméga pk et symétrique par rapport à oméga cs, c'est-à-dire une variété hypersymplectique est d'une façon naturelle une variété pseudo-calaire et complexe symplectique, pour retourner à la terminologie antérieure. Ce que je veux faire, c'est donner un peu un inverse de cette construction. Alors, si je commence par une variété complexe avec deux formes oméga pk et oméga cs, telles que J est antisymétrique par rapport à oméga pk et symétrique par rapport à oméga cs, ce que je peux faire, c'est considérer la métrique pseudo-calaire associée à J oméga pk et je note E, la composition entre E est un endomorphisme fibré-tangent qui est obtenu en composant la structure complexe symplectique oméga cs vue comme isomorphisme entre Tm et les cotangents avec l'inverse de oméga pk qui nous ramène à Tm, fibré-tangent. Dans ces cas-là, on montre que si le carré de E est l'identité, alors automatiquement, J et G est une structure hypersymplectique. Alors, on peut construire beaucoup de métriques hypersymplectiques de cette manière, en partant par ces données. Je vais donner deux applications pour terminer. L'application 1, c'est à la construction d'exemples de variétés admettant ou pas des structures hypersymplectiques. Les exemples, comme avant, sont de nil-variétés et les structures sont toujours invariantes à gauche. Par exemple, on peut construire une variété avec deux structures complexes J1 et J2 non équivalentes, telles que si on considère M avec la première structure complexe fixée, alors on trouve une métrique hypersymplectique dont J1 est exactement la structure complexe. Mais si on considère M avec J2, on ne trouve pas de forme symplectique par rapport à laquelle J2 est soit symétrique, bon, ni symétrique ni antisymétrique. C'est-à-dire, cette variété complexe n'admet aucune métrique hypersymplectique, mais évidemment, la variété réelle sous-jacente est la même. Et on trouve aussi une variété complexe, toujours une variété, avec une structure complexe J, alors qui est symétrique par rapport à une certaine forme symplectique et antisymétrique par rapport à une autre forme symplectique, qui pourtant n'admet aucune structure hypersymplectique. Une variante à gauche, évidemment. Alors, on a aussi un bestiaire de variétés qui peuvent ou pas admettre des structures de ce genre. Et la dernière application, c'est un peu plus spécifique peut-être.
on a cherché dans la littérature, on a vu que tous les exemples connus de nilvariétés munies d'une structure hypersymplectique, l'algèbre de Lie, du groupe de Lie correspondant, a un pas de nilpotence qui est 3, c'est-à-dire relativement proche. Alors, je vous ai dit que l'idée, ce n'est pas un théorème, mais c'est une ansatz, pour aussi dire que plus d'intégrabilité qu'on demande à la structure géométrique, moins de structures on trouve sur une nilvariété. Alors, hypersymplectique, c'est quand même une forte réduction de l'holonomie, même si on laisse le contexte riemanien. Alors, on a des exemples qui ont un pas de nilpotence assez petit, 3, par exemple. Alors, on a cherché et on a trouvé des métriques hypersymplectiques sur une nilvariété avec pas de nilpotence 4. En dimension 8, c'est le cas maximal, le pas de nilpotence maximale, parce que une variété hypersymplectique doit aussi être complexe symplectique, pour ce que je viens de dire. Et on sait qu'en dimension 8, une nilvariété, une algèbre de nilpotente avec une structure complexe symplectique doit avoir un pas de nilpotence au plus 4. Et le théorème dit que pour tout n plus grand ou égal à 2, on trouve une nilvariété de dimension 4,1 où l'algèbre de Lie H a un pas de nilpotence 4 qui admet en fait deux familles de structures hypersymplectiques non équivalentes avec la même structure complexe JC, indexée par un paramètre C positif. La métrique G chapeau est plate et complète, tandis que la métrique G est non plate et complète. Avant, on avait aussi les exemples qu'on avait, par exemple, le pas de nilpotence 3, les constructions qu'on avait donnaient des métriques non plates, et le pas de nilpotence 2 donnait des métriques plates. Et nous, on trouve avec pas de nilpotence 4, plate et non plate. Bon, avec ça, je termine. Je vous remercie. Et là, il y a les références aux travaux que j'ai dit au début. Merci beaucoup. Merci, Giovanni. Merci. Est-ce qu'on a des questions ou remarques supplémentaires à celles qu'on a déjà eues? Les derniers exemples, ils sont compacts. Et s'ils sont compacts, pourquoi est-ce que tu dis qu'ils sont complètes? Parce que c'est évident. Je ne comprends pas. Pour le dernier exemple, ce sont les métriques, ce sont des variétés compactes ou pas? C'est compact. Parce que compact, c'est complète, c'est évident, n'est-ce pas? C'est quoi? Non, parce que c'est pas une métrique riemannienne. la métrique n'est pas riemannienne. Elles ne sont pas riemanniennes. Non, c'est hypersymplectique. Alors donc, c'est dans le sens géodésiquement complète. C'est ça. C'est ça. Dans le cas, moi, je n'étais pas trop expert de ça, mais dans le cas des signatures neutres ou en fait pas riemanniennes, il faut voir, même si la variété est compacte. Oui. Oui, bien sûr, oui. Alexandre? Oui, je voulais savoir dans le cas des nilvariétés pour les structures symplectiques complexes, est-ce que dans les cas compacts, vous avez de nouveaux exemples? Est-ce que vous savez si ce sont de nouveaux exemples? Ce que je veux dire par rapport aux exemples qui étaient connus auparavant. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples des complexes symplectiques, mais ce n'est pas parce qu'ils sont difficiles à trouver, c'est parce que personne ne les avait cherchés. Okay. On a beaucoup d'exemples. En fait, on a beaucoup d'exemples. Les algèbres de Lie en dimension 8 ne sont pas nilpotentes. Il n'y a pas de classification, alors on ne peut pas regarder la liste et dire bon, toi, tu es complexe symplectique, toi, pas. On ne peut pas tâcher, mais on a la sensation qu'il y en a beaucoup. Oui. C'est dont on n'a pas d'exemple, et ça, je n'aime pas. Il y a un seul exemple d'une variété complexe symplectique qui n'admet pas de métrique hypercalaire, il est simplement connexe. Parce que tous nos exemples ont un groupe fondamental gamma qui est évidemment grand. Et ce serait beaucoup plus intéressant de trouver des exemples simplement connexes. Là, le seul exemple que je connais, c'est dû à Gouin. Gouin, oui. Et ce n'est pas facile. Bon, moi, je ne trouve pas ça facile. Mais un début, ça a été
les étudier un peu sur les nulles-variétés. Parce que là, c'est très, très explicite. Bon, je posais des questions plus tard, mais j'ai D'accord. beaucoup de questions. Merci. D'accord. Merci à toi. Dans le dernier théorème, le E, qu'est-ce que tu lui demandes exactement, l'endomorphisme E? Je ne me souviens plus très bien. C'est une structure produit. Ça veut dire à peu près ce que Ruxandra avait appelé Paracomplexe. Mais ici, c'est en fait, c'est une évolution, c'est ou pas une évolution? Oui, oui. Le carré, c'est l'identité. Oui, oui. Oui. Et les espaces propres sont de même dimension aussi, comme chez Ruxandra? En général, pas forcément, mais si on regarde la définition ici, ça implique que les espaces propres ont la même dimension. Oui. En principe, ça ne doit pas être le cas. Et dans l'hypersymplectique, il n'y a pas une troisième forme symplectique qui déboule, non? Jamais? Oui, il y en a une. En fait, si vous voyez comme j'ai défini ici, il y a une chose qu'on pourrait faire encore, et c'est prendre oméga comme JD et X, Y. Et on X, définit, Y. Ça, c'est une troisième forme. C'est une troisième forme symplectique, oui. Oui. Mais en fait, c'est équivalent. C'est un peu comme dans Hitchin et Perkeller. On préfère travailler avec celle-là, mais c'est arbitraire. D'accord. En dimension 4, on les connaît toutes, ce genre Ouais. de... En dimension 4, il n'y a que... bon, attendez. Le tore, évidemment, la surface de Kodaira. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non. Oui, je pense pas qu'il y a d'autres. Non, en fait, la surface de Kodaira, bon, elle a déjà fait son apparition dans la classification de but et au début et elle est ici. C'est la nulles-variété avec RH3. Je n'ai pas dit qu'il admet une métrique hypersymplectique, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je ne crois pas qu'il y en a d'autres. De surface compacte complexe. Qu'est-ce qu'on sait a priori de la cohomologie de ces algèbres? Avec très peu ou... On ne sait pas. Il n'y a personne qui a dit quelque chose. Par exemple, une question naturelle, ce serait en présence sur une nulles-variété, par exemple, on sait que la complexe, avec une structure complexe, la suite spectrale de Fröhlicher peut être arbitrairement non dégénérée. Mais on ne sait pas, par exemple, si on impose que la structure complexe fait partie d'une structure complexe symplectique, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça, on ne le sait pas. C'est quelque chose qu'on pourrait savoir, mais nous n'avons pas encore commencé. Peut-être que nous n'allons pas le faire, mais on ne sait rien. Merci. Je voudrais dire aussi que c'est un peu confusant de mélanger deux conventions sur le SP1. Qu'est-ce que c'est SP1? Parce qu'il y a quelques livres où on écrit SP2N pour le groupe compact. Mais dans ce cas, je crois qu'il serait plus logique d'écrire aussi SPNC pour... C'est plus logique, ça, de mon avis, parce que écrire SP2N, c'est un peu comme écrire U2N, parce qu'on pense que la dimension réelle est 2N. Oui, moi, j'ai pris l'habitude d'écrire comme ça parce que SP2NC est un sous-groupe de GL2NC. Alors, il y a un C, il y a un 2N. Oui, et la même chose arrive pour U2N. Peut-être on devrait écrire SP, pour la forme compacte, pour celle-là, on devrait écrire SP2N sans C. Mais je crois que, par exemple, dans le texte des géométries Perkeller, on trouve toujours SPN. Toujours, oui. Toujours, pour moi aussi, c'est très confus, mais s'il y a une
convention meilleure. Je crois que la source de cette confusion, c'est probablement la géométrie symplectique réelle. Oui, je crois aussi. Je crois aussi. Les géomètres symplectiques n'ont pas l'habitude de penser de la dimension complexe, mais de la dimension réelle de la variété. Parfois, ils écrivent moins barbarique, je crois. Parfois, ils écrivent SPNR, mais ce qu'ils veulent dire, c'est SP2NR. Oui, oui, voilà le problème. Oui, mais ça fait sens, en fait. Ça serait mieux de faire comme ça, en fait, je trouve. Oh. Alors... À cause du SPN, justement. Oui, oui. Ça serait plus cohérent, il me semble. Oui, oui, absolument. Bon. Mais ce n'est pas important. Hein? L'important, c'est d'arriver à se comprendre. Se comprendre, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Sinon, on va remercier Giovanni Agan. Merci.